en pédiatrie et de nutrition. Monsieur le professeur, je vous donne la parole. Donc, c'est une séance interactive, donc les gens peuvent intervenir au fur et à mesure du déroulement des cas cliniques. Donc la séance va être modérée par professeur Tahir, docteur Hussein et moi-même, professeur Mskini. Merci messieurs les modérateurs et merci au docteur Bensaïn pour ces présentations toujours extrêmement agréables. On se connaît depuis longtemps. Je suis un tout petit peu plus jeune que vous, mais je vous rattrape parce que vous ne vieillissez jamais. Donc, à la fin, je vais vous rattraper. Donc, merci d'être là. Effectivement, c'est une séance interactive. Il va y avoir beaucoup de QCM. On n'est pas nombreux. Donc, vous allez tous lever la main. Ceux qui ne lèvent pas la main, je les interroge. Donc, voilà. Donc, il y a des cas cliniques. Le premier est extrêmement simple. Par la suite, il va y avoir des cas cliniques un peu plus compliqués. À vous de briller. Alors, premier cas clinique, celui-là il est simple. Hein. Des parents vous appellent affolés car ils ont trouvé leur fils âgé de 2 ans en train de jouer avec une télécommande qu'il avait démontée et dans laquelle il manquait une pile bouton. Ils ne savent pas s'il a avalé la pile bouton, mais il se plaint de rien du tout. Donc, vous savez, c'est toujours le cas. On voit un enfant, on ne sait pas s'il l'a perdu, surtout une pile bouton qui peut se perdre. Il vous demande ce qu'il doit faire, en sachant qu'il y a une possibilité qu'il ait avalé la pile bouton. Alors à vous. Donc qui pense qu'il faut le faire vomir pour voir s'il a bien avalé la pile? Levez la main. Qui pense qu'il ne faut pas le faire vomir? Bon. Qui pense qu'il faut lui faire boire du lait pour tamponner les éventuels effets de la pile? Qui pense qu'il faut lui donner du miel? Je vous avais dit que c'était facile le premier. Et qui pense qu'il faut l'amener aux urgences dans 24 heures s'il n'a toujours pas exonéré la pile? Pas dans 24 heures. Absolument. Donc, la seule chose qui était vraie, là, c'était de lui donner du miel. Donc, juste un petit rappel. Surtout ne pas faire vomir. D'abord parce que, alors, ça pourrait expulser la pile, mais ça peut aussi lui faire des fausses routes, ce qui sera encore plus compliqué. Ne rien lui donner à boire ou à manger, hein, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'en lui donnant du lait, par exemple, ça va tamponner ou ça va agir d'une certaine manière, ce qui est faux. Et si l'ingestion est à moins de 12 heures, donc on peut lui donner soit du miel 10 millilitres toutes les 10 minutes, tout le monde a du miel à la maison, soit du sucre alphate, mais on a moins de chances, bien sûr, d'avoir du sucre alphate à la maison. Et surtout, on l'amène en urgence, aux urgences. Alors donc, sur vos conseils, les parents amènent l'enfant aux urgences et vous réalisez une radio de thorax. Vous la voyez bien, là, la radio de thorax? Donc, il s'agit bien d'une pile car il y a un double contour ou il s'agit d'une pièce de monnaie car il y a un double contour. Donc, d'après vous, un double contour, c'est un signe de pile ou de pièce? Vous êtes tous d'accord pour la pile? En arrière pour... Mais je vais vous montrer plus précisément, rassurez-vous. On a profitez-en, celle-là, elle est très facile. La suivante, elle va être un peu plus compliquée. Donc, effectivement, la particularité de la pile, parce qu'il y a une différence, vous avez tous vu des piles boutons, hein, il y a une différence entre l'anode et la cathode, et ça donne en radio un aspect de double contour, de face, hein, qu'on voit très bien. Je ne sais pas si vous voyez bien de loin, oui, ça a l'air de bien marcher. Vous voyez le double contour qu'on voit ici. Et de profil, quand vous faites de profil, vous avez un petit décroché quand vous faites la radio de profil. La pièce, elle, au contraire, n'a ni double contour, ni décroché de profil. Vous voyez, sur les deux, c'est parfaitement aligné. Alors, un peu plus compliqué quand même. D'après vous, quels sont les deux principaux mécanismes par lesquels une pile bouton peut léser l'œsophage? Donc on va les lire, puis après vous allez choisir. Soit une brûlure chimique par production d'ion hydroxyle OH-, soit une brûlure chimique par fuite du liquide contenu dans une pile, soit par brûlure thermique par la survenue d'un court-circuit, soit les frottements répétés dus au battement de l'aorte. Donc il faut que vous en choisissiez deux. Qui pense que
la première est parmi les deux, c'est-à-dire la brûlure chimique par production d'ion hydroxyle. Levez la main. Donc, très peu. Qui pense la B, brûlure chimique par fuite du liquide contenu dans la pile. Donc une majorité. Donc il n'en reste plus qu'une d'après vous, qui pense que ça peut être une brûlure thermique par la survenue d'un court-circuit. Et enfin, qui pense que c'est les frottements répétés dus au battement de l'aorte. Alors il y en a qui ont des bonnes réponses, mais une majorité ne l'a pas, puisque la brûlure chimique par fuite du liquide contenu dans la pile est très rare. Ce n'est pas du tout le principe. Donc les deux principes, c'est ça. C'est la brûlure chimique par production d'ion hydroxyle OH- et la brûlure thermique par la survenue d'un court-circuit. On va voir ça là, ici. Vous voyez ce qui se passe, c'est que la pile va être dans du liquide, hein, il y a toujours du liquide, et comme l'anode et la cathode sont très proches l'une de l'autre, le fait qu'il y ait de l'eau et des ions, ça va produire une électrolyse, donc un petit courant électrique, qui va produire des ions hydroxyles, qui va aboutir à une alcalinisation très très importante du milieu, qui va être à l'origine de la brûlure chimique. Donc ça, c'est le premier mécanisme, c'est l'électrolyse qui produit des ions hydroxyles. Et il va y avoir aussi un court-circuit, donc électrique, hein, et là, vous avez tous vu, hein, quand il y a un court-circuit, ou même quand vous avez votre ordinateur, là, que vous avez sur vous, ça chauffe. Hein. L'électricité produit de la chaleur. Et donc, à force à produire de la chaleur, et va s'associer à cette brûlure chimique par ion hydroxyle, une brûlure thermique par brûlure. Et la fuite de liquide peut se voir. Alors, normalement, les petits liserés qui sont autour de la pile sont résistants, en tout cas dans un milieu œsophagien. Il n'y a pas d'acide dans un milieu œsophagien, il ne faut pas oublier. Dans l'estomac, ça pourrait être différent, et encore, c'est assez rare. Donc la fuite de liquide qui serait à l'origine d'une brûlure chimique locale, vous ne devez pas prendre en compte. J'insiste parce que vous avez été nombreux à lever la main pour ça. Donc il ne faut pas retenir cette solution-là. Alors, c'est rare qu'on avale une pile en baguette, mais les piles en baguette posent beaucoup moins de problèmes. Pourquoi? Parce que l'anode et la cathode sont très éloignées l'une de l'autre. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué pour créer un courant électrique. Alors, voilà une simulation sur la viande de dinde, je crois. Donc, vous voyez que très rapidement, après 1 heure, on a des lésions muqueuses. Après 2 à 4 heures, on a des lésions musculaires. Et à partir de 12 heures, ça fait un trou. Et ça perfore. Donc c'est vraiment quelque chose de particulièrement grave. Attention, parce qu'aux piles déchargées, on a tendance à les mettre de côté en disant n'importe comment, elles ne fonctionnent plus dans la télécommande, donc elle doit être totalement déchargée. On n'a pas besoin de la jeter tout de suite, parce que c'est cela que les enfants prennent. Parce qu'aller démonter la télécommande, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous laissez traîner, il faut dire ça aux parents, bien évidemment, si vous laissez traîner une pile bouton, les enfants vont aller prendre ça comme un bonbon, et même une pile qui est déchargée, qui ne fait pas fonctionner la télécommande, elle va provoquer les mêmes lésions œsophagiennes. Donc attention aux piles déchargées. Alors, ça c'est très facile. Quelle attitude suggérez-vous? Endoscopie en urgence? Tout le monde ou pas? Endoscopie dans les 24 heures si la pile est toujours dans l'œsophage. Donc, est-ce qu'on attend 24 heures ou est-ce qu'on la fait tout de suite? Un TOGD, une IRM, des radios répétées pour suivre la progression de la pile. Donc, effectivement, l'attitude à avoir dans cette situation-là, c'est une endoscopie en extrême urgence. Alors voilà le... Voilà, c'est un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est la HAS, hein, je ne sais pas si vous apercevez là, mais c'est la HAS qui a fait ça récemment. Donc, quand on a une pile dans l'œsophage, idéalement, il faut la retirer dans les 2 heures. Vous avez vu la vitesse à laquelle la brûlure survient et peut perforer l'œsophage.
Alors, une fois que vous avez fait l'endoscopie, bon, à part les gastro, bien évidemment, ce n'est pas vous qui faites l'endoscopie. Parfois, on se retrouve, quand c'est extrêmement précoce, avec l'absence de lésions. Bien sûr, on retire la pile et il y a juste une surveillance à domicile. Généralement, il ne se passe rien dans ces cas-là. Si, par contre, on a d'autres lésions, on peut avoir des petites lésions, déjà des petites brûlures, ce qui est extrêmement fréquent. Tout dépend si c'est symptomatique ou pas. Si ce n'est pas symptomatique, on va l'envoyer à la maison. Si c'est symptomatique, on l'hospitalise. Parce que comme je vous l'ai dit, ou je vais vous le dire, les lésions continuent à se développer après l'extraction de la pile. Parce que, vous vous rappelez, le mécanisme principal, c'est la synthèse d'ion hydroxyle local, et c'est ces ions hydroxyle qui vont continuer à brûler, parce que vous avez retiré la pile, mais vous n'avez pas retiré le produit caustique en quelque sorte. Et donc, ça va continuer à brûler la pile, à brûler l'œsophage, et donc les lésions vont évoluer après le retrait de la pile. Ça, il faut bien le savoir. C'est pour ça que si c'est symptomatique, on hospitalise, et à ce moment-là, soit il s'améliore et on peut le renvoyer à domicile, soit il ne s'améliore pas, il a toujours des symptômes, et à J7, on va aller vérifier ce qui se passe. Et puis la troisième situation, c'est bien sûr, alors en dehors de celle-là, on verra après, des lésions ésophagiennes sévères, où on voit que ça a vraiment beaucoup amélioré. Bien évidemment, cet enfant est hospitalisé. Et là, on peut faire une angio-TDM, vous voyez, une pile d'un enfant qu'on avait eu avec des lésions extrêmement sévères qui commencent à être nécrotiques. Là, on le laisse à jeun, on met en place une nutrition entérale ou parentérale selon les cas. Les antibiotiques et les IPP sont discutés. Puis on va refaire ensuite une angio-TDM ou une angio-IRM à J7, parce que le risque principal, c'est bien évidemment la perforation à la fistule. Et le problème de cette région, c'est qu'il y a l'aorte derrière. Et si la fistule a la malchance d'aller vers l'aorte, dès que la perforation de l'aorte survient, c'est la mort assurée. On ne peut rien faire. D'où l'importance de bien surveiller. Alors d'emblée, si on a déjà, parce que ça peut être très très ancien, déjà des signes de fistule, cette fois on ne fait pas de fibroscopie s'il y a des fistules, et ça va être une prise en charge chirurgicale en urgence, c'est souvent les ORL qui font ça. Bon, c'est tout un diagramme à faire, c'est un peu compliqué, bon, c'est vrai que c'est les gastro-entérologues qui font ça, mais il faut savoir comment ça peut se passer. Donc, comme je vous l'ai dit et je le répète, la particularité... Oui ? Aucune. Pour moi, aucune. Les corticoïdes sont probablement justifiés dans les brûlures caustiques. Oui, oui, mais pour moi, les brûlures de pile, nous, on ne met pas de corticoïdes. T'en mets, toi, Marc ? Oui. Non, nous, on n'en met pas de corticoïdes. Ah, j'entends pas. On considère que la lésion occasionnée par la pile, c'est plutôt de type caustique. Oui, mais ce n'est pas le même caustique. Oui. C'est pas le même caustique. Et comme le dit Marc, les corticoïdes, ça sert surtout les caustiques, ils perforent qu'exceptionnellement. C'est rare, c'est très très rare qu'un caustique perfore, ce qui est beaucoup moins rare pour une pile. Donc le problème de la pile, c'est la perforation, puis la sténose. Mais d'abord la perforation, le problème du caustique, c'est la sténose. Alors donc, comme je vous l'ai dit, voilà un cas que nous avions eu, avec une enfant qui, au moment de l'extraction, avait aucune fistule, tout allait bien, et 3 semaines plus tard, vous voyez la fistule qui s'est créée avec la trachée et le test au bleu qui était positif. Je vous rappelle le test au bleu, hein, on injecte du bleu de méthylène dans l'œsophage. Il y a un ORL ou un pneumologue qui regarde la trachée puis qui voit le bleu arriver au niveau de la trachée, montrant bien qu'il y a une fistule entre la trachée et l'œsophage. Donc, encore une fois, on n'est pas sauvé une fois qu'on a retiré la pile dans les lésions sévères. Gardez bien ça en tête. Le problème, bien évidemment,
c'est à long terme des sténoses œsophagiennes qui peuvent arriver, mais encore une fois, on est beaucoup plus préoccupé par les fistules qui peuvent survenir et qui posent des problèmes. Nous, on a eu deux piles en même temps. Ils étaient tous les deux hospitalisés. Le premier avait déjà un débit de fistule. Quand on l'a pris, c'était un enfant trisomique qui ne s'exprimait pas bien. Il a guéri totalement. Et l'autre qui avait aucune fistule au départ, c'est la photo que je vous ai montrée, aucune fistule au départ, a non seulement fistulisé, mais elle n'a jamais cicatrisé. Et au final, elle a été opérée sous CEC, donc sur circulation extracorporelle, parce qu'il y avait une fistule qui menaçait les vaisseaux. Donc vous voyez qu'ils sont tous les deux partis de point de départ pas identiques, parce que l'enfant trisomique avait une situation beaucoup plus sévère que l'autre, et l'évolution s'est faite de manière inverse. Donc les sténoses, c'est secondaire, beaucoup plus rare que pour les caustiques. On peut avoir aussi des paralysies des cordes vocales par lésion du récurrent, ou quand il y a une perforation qui se fait plus bas et qui va vers le rachis, une spondylodicite. Voilà, ça c'était le cas facile. Oui? Pardon? Alors, je ne vous ai pas mis l'estomac, mais s'il va dans l'estomac, on le laisse 24 heures. On peut le laisser 24 heures. Et généralement, les petites piles, vous savez, les piles sont de plus en plus grosses, hein, mais les petites piles passent. Et après, on suit. Moi, j'ai fait pendant 15 ans des astreintes en endoscopie, mais c'était il y a longtemps, j'ai arrêté il y a 15 ans. Et je n'ai jamais eu de problème avec les piles. J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu des dizaines d'appels d'enfants qui avaient avalé des piles, et j'ai eu beaucoup de chance, puisque à chaque fois, c'était passé dans l'estomac. Maintenant, les piles sont plus grosses, et donc elles se bloquent au niveau du rétrécissement œsophagien en regard de l'aorte. Donc, pardon. Voilà, les petites piles, généralement, ça passe, ça ne se bloque pas. Ça passe, ça va dans l'estomac et après ça s'évacue sans problème. Il y a quelques cas, on a eu quelques cas, Marc aussi a eu ça, de lésions intestinales, mais ça reste quand même beaucoup moins fréquent que les lésions. Quand ça reste bloqué, encore une fois, il faut que ça reste bloqué pour que ça brûle. Après, dès que ça bouge, et dans l'estomac ça bouge plus, bah, ça fait des petites brûlures locales, mais ça n'a pas le temps de perforer. Puis l'épaisseur de la paroi gastrique est beaucoup plus importante que l'épaisseur de la paroi œsophagienne. Donc c'est pour ça que c'est vraiment l'œsophage. Nous, ce qu'on reçoit, c'est très souvent les piles de taille moyenne. Celles-là, elles bloquent au niveau de l'œsophage. Les petites, elles bloquent rarement. Et même si elles bloquent, les lésions ne sont pas très importantes du moment où elles ne collent pas à la paroi œsophagienne. Mais une fois on explore, des fois elles passent dans l'estomac. Du moment où on a fait l'endoscopie, ah oui, bien sûr. On fait l'extraction. Mais nous, on en a beaucoup. Ces dernières années, on reçoit beaucoup de... Nous, c'est une recrudescence terrible. De piles avec des lésions. Ils arrivent souvent tard. Et la proposition que vous avez mise en dernier, c'est-à-dire faire des radios, il y a encore des médecins qui n'ont pas eu de formation solide dans ce sens, confondent la pile avec la pièce de monnaie. Et des fois, on reçoit des enfants à quelques jours après l'ingestion, alors qu'ils ont été vus et les radios ont été faites de façon itérative pour attendre la descente de la pile. Mais on a eu des lésions très sévères, on a eu des décès, on a eu des perforations, on a eu des fistules œsotrachiales. C'est vraiment un corps étranger très dangereux. Très dangereux, très très dangereux. C'est pour ça que la prise en charge est bien stéréotypée et on en a de plus en plus. Hein. Encore une fois, moi je ne fais plus d'astreinte en endoscopie, mais mes collègues qui en font vont très souvent chercher des piles. Encore une fois, ça peut être mortel. Hein. Nous aussi, on a eu un décès. Alors, un peu plus compliqué quand même. Donc, une fille de 13 ans avec une myopathie sévère et une scoliose, qui les chirurgiens nous demandent de la renutrir avant d'opérer sa scoliose.
Et donc, elle avait été mise en parentérale parce qu'elle ne supportait pas la nutrition entérale, mais elle n'a aucune raison d'être en parentérale. Elle a un tube digestif sain, elle est très tordue, donc elle a du mal à tolérer parce qu'elle a une myopathie, hein, donc elle a un cortex qui fonctionne parfaitement. Mais comme elle est tordue, elle a du mal à supporter la nutrition entérale, mais néanmoins, on n'a pas de raison de ne pas utiliser son tube digestif. Et donc, on décide de la sevrer en lui mettant une nutrition entérale et juste un petit soutien de nutrition parentérale élémentaire où il n'y a rien dedans parce que tout est dans la nutrition entérale. Puis l'enfant est chez elle avec son père qui s'occupe d'elle, hein, il ne travaille pas, il s'occupe d'elle et il y a une HAD qui permet de mettre la nutrition parentale, mais qui est une nutrition parentale simple, hein, encore une fois, parce qu'on est en train de la sevrer. Mais le père considère qu'elle tolère mal et pendant plusieurs semaines, il arrête régulièrement la nutrition entérale en disant elle tolère mal, et il augmente le débit de la nutrition parentérale. Ce qui fait que nous, on n'a pas beaucoup de conséquences puisqu'elle ne maigrit pas autant que ça parce qu'elle est compensée par la parentérale. Et voilà. Et puis, tout d'un coup, elle vient chez nous en urgence, en choc, qui va la mettre en réanimation où ils vont faire un diagnostic d'insuffisance cardiaque congestive. Et donc je vous demande, quelle est la cause la plus probable de cette insuffisance cardiaque? Vous avez tous les éléments pour le trouver. Donc on va tous les lire, puis après vous allez choisir anémie par carence martiale, carence en sélénium, carence en vitamine B1, carence en vitamine B3, carence en vitamine C. Alors qui pense que c'est une anémie par carence martiale? On est dans une insuffisance cardiaque congestive. Qui pense que c'est une carence en sélénium, en B1, en B3, en C. Là, vous n'avez pas tous levé la main, là, on recommence. Vous êtes tous obligés de lever la main. Anémie par carence martiale, je regarde. Levez la main, qui pense que c'est une anémie par carence martiale? Qui pense que c'est une carence en sélénium? Qui pense que c'est une carence en B1? Qui pense que c'est en B3, en C? Mais attendez, vous n'avez pas tous levé la main, ça ne va pas ça. Ah, ça n'existe pas, je ne sais pas. Pardon? Elle n'est pas morte, hein, encore. Hein, elle n'est pas morte. Elle va très bien, d'ailleurs, je vous rassure. Bon, bah, vous êtes très fort, effectivement. Alors, vous savez que la carence en B1, ça donne deux choses. Soit une encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, qui est très, très grave. On va voir les schémas tout à l'heure. Mais la carence en B1, ça entraîne une carence énergétique cérébrale. Vous savez que le cerveau ne peut utiliser que des glucides ou que des corps cétoniques. Et donc, on va voir ça sur les schémas suivants. Elle va faire quand ils font une carence en B1, le cerveau n'a plus d'énergie, et donc c'est comme si c'était un AVC brutal, hein, si vous voulez, ou un arrêt cardiaque, une hypoperfusion brutale du cerveau, et les signes cliniques, c'est troubles de la conscience, ataxie, ophtalmoplégie, et généralement, ça donne des séquelles neurologiques sévères et définitives, voire un décès. Mais elle n'a pas eu ça, heureusement pour elle. Elle a eu ce qu'on appelle un beriberi humide. Beriberi, c'est la carence en B1. Où elle a eu une carence énergétique du myocarde. Parce que le myocarde a aussi besoin de glucose. Vous savez que ça fait partie des cellules qui fonctionnent avec du glucose. Et donc, c'est une insuffisance cardiaque congestive. Mais l'avantage par rapport au Gaillet-Wernicke, c'est quand on en fait le diagnostic, en injectant de la B1, eh bien, on arrive à les guérir très rapidement. Donc je vous rappelle le syndrome de renutrition inappropriée, ce qui n'était pas vraiment son cas, même si elle était dénutrie, elle. Ce qui se passe dans le syndrome de renutrition inappropriée, donc chez un enfant dénutri, parce que c'est la thiamine donc, qui va nous intéresser, tout va remonter, les enfants vont avoir des calories, donc on va pouvoir leur mettre des calories dans les cellules, et donc, vous voyez, c'est les cellules qui vont entrer là. Et donc le potassium, le phosphore, le magnésium va entrer et surtout le glucose va entrer dans la cellule parce qu'elle fonctionne à nouveau. Il y a de nouvelles cellules, donc elles ont besoin d'énergie pour fonctionner et donc elles ont besoin de
glucose notamment. Le problème du glucose, on va voir ça sur la diapo suivante, c'est que pour qu'il puisse être métabolisé, il lui faut de la vitamine B1. On le voit mieux ici. Vous voyez, la vitamine B1, c'est une covitamine. Une covitamine qui intervient dans beaucoup de phénomènes biochimiques, mais notamment avec le glucose. Et donc, s'il n'y a pas de B1, le glucose ne peut pas être utilisé, et donc le cerveau devient dépourvu de glucose et fait comme si c'était un arrêt cardiaque. Donc, sachez y penser, mais il y en a pas mal qui ont levé la main, que c'était une carence en B1, donc c'est le beriberi humide. Alors, un peu de gastro un peu plus compliqué. Enfin bon, quand on connaît, ça va être facile. Donc, un enfant qui se présente avec une diarrhée profuse, qui sont apparues dès les premières heures de vie. Dans les antécédents personnels, il y avait un hydramnios, donc on voyait qu'il se passait déjà quelque chose de particulier, notamment au niveau du tube digestif in utero, parce qu'il y avait aussi une hyperéchogénicité intestinale. Le dépistage anténatal était négatif, c'est-à-dire qu'on a recherché différentes anomalies dans le dépistage anténatal sans rien retrouver, et il est né prématuré, mais bon, un petit prématuré, à 35 semaines d'aménorrhée. La mère a un lupus systémique sous paquénine et aspirine, et il n'y a pas de consanguinité parentale. Il n'y a aucun doute, parce que ils ne sont pas du même pays. Et on le met sous hydrolysa, parce qu'on suspecte, l'enfant n'était pas allaité, donc on suspecte une allergie aux protéines du lait de vache, ce qui bien sûr est tout à fait justifié devant un tel tableau. Et sous hydrolysa, rien, la diarrhée persiste. On le met à jeun, ça ne marche toujours pas, importante diarrhée, et il fait même un choc hypovolémique avec acidose et hyponatrémie qui l'amène en réanimation. Et quand on regarde le iono des sels, vous l'avez là, vous avez le sodium, donc qui est pratiquement du plasma, avec beaucoup de chlore et du potassium. L'élastase fécale est effondrée, le bilan infectieux est négatif. La première question est très simple. Qu'est-ce que vous recherchez en premier? Des anticorps dans le cas d'un lupus, je vous rappelle que la mère a un lupus, des IgE spécifiques anti-PLV, une insuffisance surrénale, un test de la sueur ou des biopsies. Donc, qui pense la recherche d'anticorps dans le cas d'un lupus? Pardon? Oui? C'est l'examen indispensable. Vous pouvez tous les prescrire si vous voulez, mais celui qui est absolument incontournable. Les IgE spécifiques, qui pensent que c'est ça? L'insuffisance surrénale? Alors, oui, l'insuffisance surrénale, parce qu'il y a plein de... Il y a une hyponatrémie. Le test de la sueur? Les biopsies? Vous avez levé 2 fois la main, il faut choisir. Ah oui, il n'y a qu'une seule réponse. Test de la sueur. Donc, si j'ai bien compris, personne ne recherche l'anticorps de lupus, personne les IgE, et personne la biopsie. Si, une. Bravo. Alors, donc, vous qui avez fait la biopsie, voilà les résultats. Si vous y connaissez, vous devez trouver ce que c'est. Donc, la biopsie va montrer ça. Une bordure en brosse épaissie, voire dédoublée, à la coloration de PAS. Donc, on voit très bien la coloration de PAS. Et à l'immunomarquage, une absence complète de bordure en brosse, normale. Absence complète de bordure en brosse. Ce qui vous donne bien évidemment le diagnostic à condition de le connaître. Alors, c'est quoi d'après vous? Maladie cœliaque, allergie aux protéines de vache, déficit immunitaire, maladie des inclusions microvillositaires ou dysplasie entérocytaire? Qui pense que c'est une maladie cœliaque? Heureusement que personne ne lève la main. Je vous rappelle, c'est une diarrhée néonatale. Je dis ça à mes étudiants, parce que mes étudiants, souvent, ils lèvent la main quand il y a une diarrhée à 1 mois. Une allergie aux protéines du lait de vache, un déficit immunitaire, une maladie des inclusions microvillositaires, une dysplasie entérocytaire. Il y en a plein qui ne lèvent pas la main. Trop compliqué? Bon, bien sûr, c'est typique d'une
maladie des inclusions microvillositaires. Donc, effectivement, on va confirmer le diagnostic. Et il n'a vraiment pas de chance, cet enfant, parce qu'on va trouver la mutation, qui est un homozygote composite, hein, ou un hétérozygote composite. Et vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien aussi, vous voyez que le... Ça ne marche plus, ce truc. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Il n'y a plus de pile. Ça ne marche plus là-dedans. Donc, vous voyez que le père et la mère n'ont pas la même mutation, ce qui est... Ah, merci. Il n'y a pas de consanguinité. Donc, l'atrophie enfin, la maladie des inclusions microvillositaires, c'est presque toujours chez les parents consanguins. Hein. Donc, le fait que les parents ne soient pas consanguins, à chaque fois, je posais la question au staff, mais ils ne sont pas du même pays, donc il n'y a pas de doute qu'ils ne sont pas du consanguins. Et ils n'ont même pas la même couleur de peau, donc c'est pour vous dire qu'il n'y a vraiment aucun doute. Et d'ailleurs, ce qui explique qu'ils n'aient pas la même mutation. C'est vraiment pas de chance, hein, d'avoir une maladie rare avec une mutation dans le même gène différente. C'est vraiment une malchance terrible pour cet enfant qui a une atrophie microvillositaire extrêmement sévère, comme la plupart des atrophies microvillositaires. Donc, c'est un hétérozygote composite, hein, avec des mutations faux sens qui font qu'il n'y a rien. Alors, juste un petit rappel, hein, enfin, la suite du cas clinique. Donc, c'est des enfants, c'est des maladies très graves. Hein. Dans la majorité des cas, même si on a des formes plus ou moins atténuées, tout dépend d'où survient la mutation. Là, c'était des mutations faux sens avec une absence complète de protéines et donc des maladies graves. Et donc, il est toujours dépendant de la nutrition parentérale, avec des pertes fécales monstrueuses. Vous voyez, il perd environ 1 litre de sel par jour. C'est de l'eau. Hein. Et donc, il est bien sûr en nutrition parentérale à domicile. Et dans les formes sévères comme ça, c'est une des rares indications, vous savez qu'aujourd'hui c'est un peu limité, mais c'est une des rares indications à la transplantation intestinale. Alors voilà, c'est la maladie des inclusions microvillositaires, on appelait ça atrophie microvillositaire jadis. Donc c'est une maladie autosomique récessive, et donc c'est pour ça que les parents sont le plus souvent consanguins. Ce n'est pas le cas ici, encore une fois. Bon, c'est très rare, hein. Il y a à peu près un peu plus de 200 cas rapportés, hein, un cas sur 1 million. Moi, j'en ai vu que 2 dans ma carrière. Et donc, la particularité, c'est qu'une diarrhée à début néonatal, extrêmement aqueuse. Hein. Ils n'ont pas de microvillosité, ils n'ont pas d'intestin, en quelque sorte. Hein. L'absence de microvillosité, c'est comme s'ils n'avaient pas d'intestin. Ils absorbent rien ou pratiquement rien. Et donc, c'est vraiment une diarrhée absolument profuse, avec une acidose sévère. Rappelez-vous, cet enfant avait ça. Bien sûr, il se déshydrate si on ne fait rien. Et ils sont totalement dépendants de la nutrition parentérale parce qu'ils peuvent bien évidemment en aucun cas pouvoir absorber quoi que ce soit. Et parfois il y a des atteintes associées, un retard de développement mental, hernie inguinale ou une dysplasie rénale, une atteinte rénale qui peut être importante. Alors voilà le mécanisme. Alors je n'ai pas de flèche pour vous montrer. Donc c'est une génétique, la génétique c'est une mutation du gène MYO5B qui est sur le chromosome 18Q. Alors vous voyez sur la photo du dessus qui est la situation normale, à droite, vous voyez qu'avec ce gène, vous fabriquez tout ce qu'il faut pour fabriquer des microvillosités. Vous voyez, ça part du réticulum endoplasmique, tout se forme, puis ensuite ça va sur la bordure en brosse qui se forme tout à fait normalement. Mais dans la photo du bas, quand il y a une déficience, eh bien vous n'avez pas, parce que la bordure en brosse avec tous les récepteurs qu'il faut dans la bordure en brosse se forme bien évidemment dans le réticulum endoplasmique à partir du noyau, enfin vous connaissez ça aussi bien que moi. Et là, comme ça, il y a cette mutation, on ne peut pas former tout ce qu'il faut pour fabriquer la bordure en brosse, et donc c'est des enfants qui se retrouvent sans bordure en brosse, et donc avec quasiment, on peut dire, sans intestin. Voilà, ça fait partie des causes de diarrhée grave rebelle. Alors on continue. Oui. Oui, c'est parce que les sels sont extrêmement liquides et c'est donc un faux dosage. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une insuffisance pancréatique associée, en tout cas à cet âge-là. Voilà, il faut faire attention aux élastases fécales effondrées, mais les sels sont tellement liquides que je pense que ça doit être tellement dilué qu'il n'y en a pas assez d'élastase.
C'était pour tromper. Mais c'était la vraie, hein, c'était la vérité. Hein, c'était comme ça qu'on l'avait eu, l'enfant. Alors, un garçon, 8 ans et demi, qui vient pour vomissement et douleurs abdominales. Les parents sont consanguins, cette fois. Et l'examen est normal, sauf qu'il est obèse et qu'il a un épigastre douloureux. Voilà sa numération. Donc 12 000 blancs, dont 70% de polynucléaires neutrophiles, une hémoglobine à 12 grammes, des plaquettes à 170 000, jusque-là rien de passionnant. La lipase est à 900, donc un peu augmentée. CRP très augmenté, 236. Une augmentation des transaminases, notamment des azates. Les gamma-GT sont normales, les phosphatases sont normales, le iono est normal. Il est obèse, je vous le rappelle, et il a 27 grammes de triglycérides, un cholestérol subnormal et un sérum lactescent. Donc, il a une pancréatite, on est d'accord, hein, il a 900 de lipase. Alors, d'après vous, quelle est la cause la plus probable de cette pancréatite? Une mutation génétique de prédisposition aux pancréatites à répétition, on va les lire, puis après vous allez les dire, une origine infectieuse, un syndrome d'activation macrophagique, une hypertriglycéridémie due à l'obésité ou une hyperchylomicronémie génétique. Alors, qui pense que c'est une mutation génétique de prédisposition aux pancréatites à répétition? Infectieuse, CRP 236, je vous rappelle. SAM, syndrome d'activation macrophagique. Donc, vous devez choisir entre l'hypertriglycéridémie due à l'obésité et l'hyperchylomicronémie génétique. Qui pense que c'est une hypertriglycéridémie due à l'obésité? Qui pense que c'est plutôt une hyperchylomicronémie génétique? Bravo. Jamais l'obésité ne donne de l'hypertriglycéridémie à ce point-là. Jamais. Donc, les hypertriglycéridémies secondaires, qui sont ici, on en trouve très souvent chez les enfants obèses, mais, je vous le rappelle, ça ne sert à rien de rechercher des triglycérides chez les enfants obèses parce qu'on n'en fait rien. Jamais ça ne dépasse les 10 grammes par litre qui sont requis pour mettre en place un traitement. Après, vous avez le diabète hein, qui peut donner ça, des hypertriglycéridémies secondaires par diminution de l'activité de la lipoprotéine lipase. Les lipodystrophies qui sont des maladies rares, hein, génétiques, avec une absence de graisse qui se localise sous forme de boules. L'hypothyroïdie ou l'hypercorticisme qui augmente la production des VLDL. Hein, vous savez, vous avez appris ça, hein, c'est des lipoprotéines riches en triglycérides, la glycogénose. Alors, ce que j'ai mis en rouge, c'est les seules hypertriglycéridémies secondaires qui peuvent justifier un traitement. On va voir tout de suite après. Donc, c'est les seuls qui peuvent justifier un traitement. Le syndrome néphrotique. Dans le syndrome néphrotique, il y a une augmentation de la production des VLDL par diminution de la pression oncotique. Donc, les triglycérides, la triglycéridémie dans le syndrome néphrotique peut être très élevée. Le CHU, avec une diminution de l'activité de la lipoprotéine lipase. Je vous rappelle que la lipoprotéine lipase, c'est une enzyme endothéliale. Le CHU est une maladie endothéliale. Et donc, du fait de l'atteinte endothéliale, il y a une diminution de l'activité de la lipoprotéine lipase. Donc, ça peut donner des hypertriglycéridémies très importantes. L'insuffisance rénale chronique, les maladies inflammatoires chroniques, l'infection HIV, le SAM, le syndrome d'activation macrophagique. Vous savez que c'est un des signes biologiques du syndrome d'activation macrophagique. Et puis toutes les causes iatrogènes, les œstrogènes, bon, qu'on donne rarement quand même aux enfants, les psychotropes, les trétinoïnes. Les trétinoïnes, ça augmente aussi le cholestérol. Les trétinoïnes, c'est ces produits qui sont utilisés pour soigner l'acné. Malheureusement, enfin en tout cas en France, on est obligé de rechercher une dyslipidémie avant de mettre en place un traitement. Et parfois, on a des avis. Moi, je donne toujours un avis positif. Il n'y a aucune raison de ne pas donner de trétinoïne chez un enfant, surtout qu'il va avoir ça de manière limitée, quel que soit son taux de cholestérol. À la rigueur, on peut dépister une hypercholestérolémie. Les triglycérides, on s'en fiche. On peut dépister une hypercholestérolémie familiale et la traiter, mais jamais on doit interdire à un enfant d'utiliser ce traitement qui est donné dans les diarrhées sévères. La perfusion intraveineuse de lipides hein, et la chimiothérapie. Nous, on est très souvent appelé régulièrement appelé par notre service d'hématologie qui dépiste chez des enfants qui avaient une triglycéridémie normale
une triglycéridémie à 20-30 grammes par litre sous chimio, avec des mécanismes que je ne connais pas très bien, probablement par inhibition de la lipoprotéine lipase. Donc dans ces situations rouges, c'est les seules situations où on peut rechercher des triglycérides et la traiter. Donc ces hypertriglycérémies secondaires, elles ne nécessitent aucune prise en charge. Le seul risque, et c'est là où on a des pancréatites, c'est une hypertriglycéridémie importante, c'est-à-dire à plus de 10 grammes par litre, c'est le chiffre qu'il faut retenir pour les hypertriglycéridémies. Et puis bien évidemment, en nutrition parentérale, si vous donnez un peu trop de triglycérides, notamment chez un enfant qui a une hypoalbuminémie, vous risquez d'avoir aussi un problème. Alors cet enfant avait effectivement une hyperchylomicronémie, qui s'appelle encore hypertriglycéridémie exogène de type 1. C'est une maladie autosomique récessive. Les parents étaient consanguins, je vous rappelle, rare, hein, vous voyez, 1 sur 500 000 à 1 sur 1 million, et qui est due à une mutation, ou des variants homozygotes, des gènes soit de la lipoprotéine lipase, soit de l'ApoC2, qui est le récepteur de la lipoprotéine lipase, soit de l'ApoA5, qui est l'activateur de la lipoprotéine lipase. Vous voyez, tout tourne autour de la lipoprotéine lipase, on va voir ça juste sur la diapo d'après. Et la révélation, elle est simple, hein, elle est dès le premier repas. Je vais vous donner le mécanisme juste après. Dès le premier repas, alors c'est des enfants qui se plaignent de rien tant qu'ils n'ont pas fait de pancréatite, et à la première prise de sang, on fait le diagnostic parce que le sang est blanc, en tout cas beaucoup plus clair. Et les hypertriglycéridémies peuvent être très importantes, j'en ai vu jusqu'à dépasser 100 grammes par litre, quasiment du beurre. Hein. Donc voilà le mécanisme, je suis désolé, je n'ai toujours pas de pointeur. Donc là, vous voyez l'entérocyte avec les triglycérides qui sont absorbés et ils sortent, vous avez après absorption et digestion puis absorption, ils sortent en fabriquant des chylomicrons. Ces chylomicrons vont dans la lymphe, puis vont aller dans le système circulatoire systémique et vont aller se distribuer un peu partout dans l'organisme. Mais pour être hydrolysés, hein, les chylomicrons, c'est les triglycérides, pour pouvoir être hydrolysés, pour que l'acide gras soit récupéré puis oxydé, eh bien, il faut la lipoprotéine lipase. Lipoprotéine lipase qui est là, qui va donc pouvoir, comme vous le voyez, hein, FFA, c'est Free Fatty Acid, donc acide gras libre, qui va donc pouvoir libérer l'acide gras pour pouvoir être utilisé localement. Et donc, lorsqu'on n'a pas de lipoprotéine lipase, ou pas d'activateur, ou pas de récepteur, eh bien, les chylomicrons s'accumulent dans le sang, ne peuvent pas être hydrolysés, et donnent des hypertriglycéridémies absolument majeures. Alors maintenant que vous savez ça, vous devriez savoir comment les traiter. D'après vous, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Réduction des sucres simples, exclusion des triglycérides à chaîne longue, apport en acides gras essentiels, en vitamines liposolubles, en vitamines hydrosolubles. Qui pense qu'il faut réduire les sucres simples? Une personne. Qui pense qu'il faut exclure les triglycérides à chaîne longue? Ben, levez la main alors. Je vous vois hocher de la tête. Qui pense qu'il faut faire un apport en acides gras essentiels? Qui pense qu'il faut faire un apport en vitamines hydrosolubles? Qui pense qu'il faut faire un apport en vitamines hydrosolubles? Vous êtes fortes, vous, hein? Depuis tout à l'heure, vous avez tout bon. Effectivement, le traitement, c'est une exclusion des triglycérides à chaîne longue, donc c'est un des régimes les plus épouvantables que je connaisse. Imaginez de manger sans graisse. C'est des régimes épouvantables, mais les acides gras essentiels et l'acide docosahexaénoïque, qui sont donc des acides gras pour les acides gras essentiels que l'être humain n'est pas capable de synthétiser, et pour le DHA, un apport minimum est recommandé chez les jeunes, il faudra bien sûr en assurer le minimum. Et les vitamines liposolubles étant absorbées avec dans les chylomicrons, avec les acides gras à chaîne longue, ils sont donc mal absorbés, d'autant plus que les aliments qui en contiennent généralement sont des graisses, hein, donc on a éliminé, et donc il faudra aussi assurer et surveiller le taux de vitamines liposolubles. Donc le traitement, c'est ça, c'est un traitement diététique à vie, hein,
jusqu'à ce qu'on trouve comment les soigner, avec une exclusion des triglycérides à chaîne longue. Donc chez les petits, on peut utiliser des substituts du lait qui n'ont que des triglycérides à chaîne moyenne, et généralement avec juste ce qu'il faut d'acides gras essentiels, l'épistarte, monogène, portagène, je ne sais pas si vous les avez ici. Et puis après, il ne faudra pas oublier d'assurer les apports en acides gras essentiels, les apports en DHA et en vitamines liposolubles. L'objectif, c'est d'avoir une triglycéridémie inférieure à 10 grammes par litre. Ces enfants-là, alors moi j'en suis beaucoup, hein, une dizaine, c'est une maladie rare, hein, et il y en a qui se promènent en permanence et qui ont pratiquement 20 ans avec une triglycéride à 30 grammes et qui leur arrive jamais rien, et d'autres qui arrivent à tenir au-dessous de 10 grammes, et dès qu'il faut un écart, on a eu encore une la semaine dernière, dès qu'il faut un écart, il faut une pancréatite. Et le pire que j'avais vu, c'était une enfant qui venait d'Arabie Saoudite, ils n'avaient pas fait le diagnostic, elle avait 14 ans, elle avait fait plein de pancréatite à répétition, ils n'avaient pas trouvé pourquoi, et elle était devenue diabétique et insuffisante pancréatite externe. Elle avait détruit son pancréas. D'où l'importance de faire le diagnostic. Vous allez me dire, quel est le mécanisme de la pancréatite? On ne le connaît pas vraiment. C'est un truc assez bizarre, on n'arrive pas à comprendre. Il y a quelques hypothèses, mais il n'y a pas de raison bien déterminée de le lien entre pancréatite et hypertriglycéridie. Surtout, nous, on a eu des cas avec des triglycérides très élevés, moins élevés. Et on a eu un cas très particulier qu'on a eu à l'âge de 8 ans. C'est une petite qui avait des triglycérides au-delà de 14. Et elle a été vue plusieurs fois et prise par les chirurgiens pour un abdomen chirurgical. Ah oui. Elle a été même opérée 1-2 fois. Et en fait, c'était des pancréatites. Nous, on l'avait reçue à l'âge de 8 ans avec des triglycérides très élevés. Et une fois, on avait instauré le régime, plus de pancréatite, moins symptomatique. Mais c'est très dur à supporter comme régime. C'est vraiment... On a eu beaucoup de mal au cours de l'adolescence. C'est le régime le plus épouvantable que je connaisse. Les adultes. Mais c'est une fille chez qui on avait fait une plastie de l'abdomen, comme elle a été opérée plusieurs fois. Et donc, c'est un bilan à faire systématiquement devant des pancréatites. Absolument, à faire systématiquement devant des pancréatites. Le diagnostic, c'était une hyperchylomicronémie, 14 grammes par litre, c'est pas beaucoup, hein? D'accord. Parce que c'est 10, 14, effectivement, c'est le chiffre. Mais ça, il faut retenir, bien sûr qu'il faut faire un dosage de triglycérides devant toute pancréatite, parce que c'est souvent un mode de... S'ils n'ont jamais eu de prise de sang, le diagnostic des hyperchylomicronémies, ça se fait à la première prise de sang. Hein, parce que le biologiste répond, le sang, il est lactescent. Mais si un enfant, par exemple, elle n'a peut-être jamais eu de prise de sang à 8 ans, et donc jamais de prise de sang à 8 ans, donc c'est tout à fait possible qu'elle ait eu ça. Bon, un petit cas facile, là pour vous remonter le moral. Un garçon de 5 ans qui vient avec des taches de rousseur sur les lèvres et autour de la bouche. Il ne se plaint de rien, mais les parents sont préoccupés par ça. La mère est célibataire, mais elle se souvient que le père de l'enfant, enfin le géniteur, donc qui est le père aussi de l'enfant, lui avait dit avoir fait plusieurs invaginations intestinales aiguës durant son enfance, et il avait les mêmes taches de rousseur. Et voilà. Bravo. Donc, vous avez tous fait le diagnostic de Peutz-Jeghers. Bravo. Donc, je vous rappelle, hein, le syndrome de Peutz-Jeghers, c'est une maladie autosomique dominante, donc c'est normal que le père ait eu la même chose, hein, c'est autosomique dominant. C'est 1 sur 200 000 naissances, hein, ça reste assez rare. Et donc, ça donne cette lentigynose périorale qui est quasi constante et spécifique et dont les enfants peuvent se plaindre. Hein, parce que, vous voyez, bon, moi, je trouve ça mignon, mais parfois, c'est très, très impressionnant. Hein, il y en a tout autour de la bouche et on peut se moquer d'eux. Avec souvent une extension qui peut se faire avec le temps sur l'aile du nez et sur la joue. Le problème de ces enfants, ce n'est pas tant les taches de rousseur, mais il faut rechercher, c'est les polypes. Je vais vous montrer. C'est des polypes épouvantables, en grappe, avec des endoscopies qui peuvent prendre des heures et des heures pour les retirer. Et donc, il est conseillé de faire systématiquement quand on découvre ça, parce que ça peut être, encore une fois, longtemps asymptomatique.
Et il est conseillé de rechercher donc les polypes et de faire soit un bilan endoscopique pour retirer les polypes, soit une vidéocapsule, puis ensuite éventuellement une entéroscopie pour retirer les polypes. Et le risque de ces enfants, c'est pas des polypes. La cancérisation, on va le voir, existe, mais c'est des amartomes. Hein. Donc c'est pas des polypes comme des adénomes qui se cancérisent eux-mêmes. C'est l'inflammation locale qu'ils provoquent ou la génétique qui favorise le cancer. Le problème de ces enfants, c'est les invaginations intestinales à répétition. Et le chirurgien, parfois, n'est pas capable, parce que c'est vraiment des grappes monstrueuses. Et souvent, il est obligé de couper un petit bout d'intestin. Et donc, ces enfants peuvent avoir des résections intestinales répétées. D'où l'intérêt possible de faire des entéroscopies avant pour pouvoir retirer ces polypes et empêcher la survenue d'invagination intestinale. Alors, il y a un risque cancéreux, encore une fois, c'est les amartomes. Hein, donc, il n'y a aucune raison que ces amartomes se cancérisent eux-mêmes, mais il y a quand même un risque augmenté de cancer colorectal et gastrique. Donc, vous voyez, 15% à 50 ans, ce n'est pas rien, d'où la surveillance qui doit être bien rapprochée. 57% à 70 ans, plus de la moitié feront un cancer digestif. Cancer du pancréas, donc vous voyez que ce n'est pas les polypes eux-mêmes, hein, mais peut-être le syndrome inflammatoire que ça provoque. Et cancer du sein et de l'ovaire, donc c'est un état qui favorise des cancers. Donc voilà les recommandations, dans les dernières recommandations de JPGN, avec, en cas de famille connue avec des polypes, donc un syndrome de Peutz-Jeghers, une surveillance, vous voyez c'est en bas, qui doit commencer à l'âge de 8 ans, avec donc des entéroscopies, des endoscopies simples, puis des entéroscopies pour retirer les polypes. C'est vraiment, il faut compter plusieurs heures. Vous voyez les polypes, ça a cette tête-là. C'est des polypes en grappes, c'est absolument épouvantable, avec des grosses grappes qu'on peut même difficilement retirer, et il faut les retirer souvent en plusieurs fois. C'est lourd. On continue avec ce cas clinique qu'on a eu récemment dans le service. Donc c'est un garçon, 11 mois, vous voyez comme il est dénutri, il a des fesses tristes comme ça, on l'a rarement vu. Donc il est amené parce qu'il a une asthénie majeure, une irritabilité, une hypotonie, une pâleur, des pétéchies buccales, des cheveux et des ongles fins et cassants et des édèmes. Bon, on voit qu'il est bien sûr extrêmement dénutri. Il a en plus une pancytopénie profonde. Il va avoir un myelogramme qui va montrer que c'est une pancytopénie centrale, une ferritinémie effondrée, une hypoalbuminémie, une préalbuminémie effondrée, bref, une dénutrition générale majeure, avec à la radio du squelette une déminéralisation osseuse diffuse, et à l'IRM cérébral, un élargissement diffus et marqué des espaces péricérébraux, avec une trophicité cérébrale qui va être diminuée. Donc vous voyez d'abord l'aspect clinique et la cassure très importante de la courbe de poids qui est due à ça. Alors, je ne vais pas vous demander le diagnostic, mais je vais vous dire ce qui a été fait. Alors, c'est des parents qui ne sont pas du tout végétaliens, mais ils ont quelque chose contre les vaches. Ils n'aiment pas les vaches. Donc, ils veulent absolument donner du lait de chèvre. Ils ne croient qu'au lait de chèvre. Alors, ils avaient bien commencé, puisque leur pédiatre leur avait prescrit un lait infantile à base de lait de chèvre. Hein. Vous savez que ça existe, je ne sais pas si vous en avez ici au Maroc. Vous n'en avez pas, mais en France, on a 4 marques qui font ça. Et ils avaient commencé par un lait infantile à base de lait de chèvre, mais le papa, il est conducteur de train à la SNCF, et le papa est vraiment, il écoute trop les médias, et il est persuadé que c'est Big Pharma qui incite les médecins à prescrire des laits infantiles, à prescrire des médicaments, et donc il est méfiant de tout. Et donc, lait infantile, il pensait que ça ne convenait pas à son enfant, et il l'a remplacé par du lait natif de chèvre. Du lait de chèvre, voilà, comme vous voyez là, ça coûte très cher, hein, c'est bien sûr souvent bio. Et puis, il considérait que le gras, c'était mauvais. Vous voyez, tous les messages qu'on entend en France, là, manger trop gras, je vous rappelle que les enfants ne mangent pas assez gras. Et donc, ils ont retiré le gras, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils retirent la crème. Puis ensuite, l'enfant était constipé, il n'avait plus rien à manger, donc il était constipé. Et donc, ils ont dilué le lait de chèvre dont ils retiraient la crème
ils l'ont dilué avec de l'eau épars. À la fin, le lait faisait 25 kilocalories pour 100 millilitres. Je vous rappelle que c'est 67-68 habituellement. Bien sûr, il n'est pas vacciné parce que les vaccins, c'est Big Pharma, et il ne reçoit pas de vitamine D pour les mêmes raisons. Alors, étonnamment, alors il venait de province, hein, il venait de province, enfin, je ne vais pas critiquer mes collègues de province, hein, mais il venait de province, et il avait quand même, au bout d'un moment, il était suivi par un généraliste, je ne sais pas, soit il ne l'examinait pas, soit, enfin, on était très très étonnés, soit je ne sais pas ce qui se passait. Mais en tout cas, quand il est venu chez nous, il avait cet étalage, c'était assez incroyable. Alors la question que je vais vous poser, elle n'est pas facile, hein, mais par rapport au lait de vache natif, je dis bien natif, quels sont, d'après vous, les oligo-éléments dont la concentration est diminuée dans le lait de chèvre? C'est-à-dire que ce que je vous demande en réalité, c'est les différences lait de chèvre, lait de vache natif. Alors, vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt, si, parce que ça va expliquer certaines choses de cet enfant. Et donc, si cet enfant avait reçu du lait de chèvre, je vous rappelle que ni le lait de chèvre, ni le lait de vache natif, ni le lait de jument, ni le lait de tout ce que vous voulez, ne sont adaptés à l'enfant. Mais le lait de chèvre a des particularités. Le chevreau a des besoins différents du veau. Lesquels? Alors, ça a été décrit par Jean Bernard lui-même en 1958. Pas beaucoup dans cette salle étaient nés, mais ça a été décrit. Donc, qu'est-ce qu'il sait? Alors, fer, est-ce que vous pensez qu'il y a moins de fer dans le lait de chèvre que dans le lait de vache? Une main. La vitamine B9. La vitamine B12. La vitamine B1. La vitamine C. Alors, j'ai bien dit par rapport au lait de vache, hein. Donc, c'est effectivement la B9 et la B12. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, rappelez-vous, il avait une pancytopénie, cet enfant, d'origine centrale. Et les carences seules comme ça n'auraient pas suffi. Alors, voilà les différences. Voilà, vous avez ici les colonnes, hein, vous avez le lait de suite, deuxième âge, hein, il avait 11 mois. Le lait de vache... Pardonnez-moi. Le lait de vache natif et le lait de chèvre. Vous voyez, j'ai mis en rouge que la vitamine B12, alors il y en a beaucoup moins. Regardez, la vitamine B12, il y en a autant dans le lait de vache que dans les laits infantiles. C'est la particularité, hein. Alors qu'il n'y en a pas dans le lait de chèvre. Donc c'est une particularité qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que les laits de chèvre infantiles sont enrichis en B12. Et la vitamine B9, il y en a un tout petit peu, mais regardez par rapport au... Il y en a pas assez dans le lait de vache, mais on a très peu de besoin de vitamine B9, mais il y en a quand même 2,5 fois moins dans le lait de chèvre. Et d'ailleurs, Jean Bernard avait décrit une anémie mégaloblastique dans les années 50 d'un enfant nourri avec du lait de chèvre carencé en B12. Donc c'est pour ça qu'il faut le savoir. Alors j'ai mis en gras aussi ce qui manquait parce que ça n'expliquait pas uniquement le tableau. Alors je ne sais pas si on aperçoit bien le gras. Le fer, il n'y a pas de fer dans les laits de mammifères, hein, je vous rappelle, y compris le lait humain. Donc cet enfant avait une carence martiale. Alors il avait un rachitisme, cet enfant, mais c'est parce qu'il n'avait pas de vitamine D. Hein. Ah, la pancytopénie, enfin, c'est ce que nous ont dit les hématos, c'était B12, B9. Oui. Oui, mais c'est du lait infantile. C'est du lait infantile de chèvre. Donc le lait infantile de chèvre, il est parfait. Il y a une réglementation, donc ils sont obligés d'obéir à la réglementation. Ici, c'était du lait de chèvre natif. Natif. Voilà. Les laits infantiles de chèvre, c'est des préparations infantiles à base de protéines du lait de chèvre. Là, c'était du lait de chèvre, de la chèvre, hein, directement. Alors, vous remarquez aussi que ça manque de vitamine C. Cet enfant n'avait pas de carence en vitamine C, mais ça manque quand même de vitamine C. Bien sûr, la vitamine D, vous le connaissez. Ça manque de zinc. Donc, les laits natifs ne sont pas du tout adaptés aux êtres humains. C'est adapté aux chevreaux et
ovaux. Effectivement, donc ce nourrisseau, s'il avait une carence en vitamine C, souffrait de carence en fer, vitamine B9, vitamine B12, vitamine C, vitamine D. Et puis bien sûr d'une importante dénutrition énergétique parce qu'il avait 25 kilocalories. Hein. Alors pour la petite histoire, on a vu avec le père et on n'a pas fait de signalement, chose qu'il ne faut pas faire. On l'a renvoyé dans son hôpital d'origine où là, le médecin a malheureusement fait un signalement et le juge a placé l'enfant à l'orphelinat, si vous voulez, à l'ASE, avec interdiction de visite des parents. Je trouve ça dramatique. Ces enfants-là, il ne faut pas faire de signalement. Enfin, je ne sais pas si vous avez le même système ici, mais si on fait un signalement, le juge, il n'y connaît rien. Le médecin qui fait le signalement, s'il le fait, c'est qu'il est inquiet. Donc, il va inquiéter le juge. Et donc, le juge va non seulement placer l'enfant en ASE, à l'aide sociale à l'enfance, mais en plus interdire les visites des parents. Or, cet enfant, il est resté une quinzaine de jours dans le service. Le père était bizarre, hein, il était psychiatrique, paranoïaque, mais la mère était très attachée. Donc, tout d'un coup, on va séparer, dès que je rentrais dans la chambre, l'enfant était dans les bras de sa mère. Donc, cet enfant va être séparé de sa mère, et donc non seulement on va provoquer des gros troubles psychologiques chez l'enfant, mais aussi chez la mère. Mais je ne sais pas, vous avez un équivalent, vous, d'OPP, de placement? Non. Ah bah tant mieux. Non, c'est pas vraiment une maltraitance, non, pour moi, c'est de l'endoctrinement. Vous savez, en France, on a un endoctrinement végétalien, on parle du climat, enfin, toutes ces choses complètement stupides, et les gens sont réellement endoctrinés. Vous voyez, lui, c'était Big Pharma. Hein. Il pensait que tous les médicaments, c'était fait pour gagner de l'argent, et c'était nocif pour les enfants. Oui, mais ça pose pas de problème. Alors, les vaccins, généralement, on ne fait pas de signalement pour les vaccins, même que les obligatoires, mais ça, malheureusement, il y a beaucoup de signalements. Alors, il faut le faire. Là, récemment, il y avait une autre famille végétalienne que j'avais dans mon service. Ils devaient se présenter à la consultation mercredi. Ils ne sont pas présentés. J'aurais écrit en disant, c'est la première fois que je fais ça, soit vous venez dans 15 jours, soit je fais un signalement au procureur de la République. Mais voilà, c'est quand ils ne veulent pas revenir. Mais s'ils veulent venir, il ne faut pas les signaler. Alors, un cas clinique, un garçon de 16 ans qui consulte pour ataxie avec faiblesse musculaire. Et il a des notions de paresthésie fréquente depuis 3 mois. Il n'a pas de signe digestif, il a un signe de l'hermite. Et il a un usage récréatif régulier du protoxyde d'azote. La numération formule sanguine, elle est là, 10 grammes d'hémoglobine, 98 de VGM, 6800 blancs, 250 000 plaquettes. VSCRP, transaminase, albuminémie, normale. Quel diagnostic évoquez-vous? Vous avez tous les éléments pour le diagnostic. B12? Bon, qui pense que c'est une carence en fer? Vitamine C. B1. Alors vous avez vu la macrocytose, hein, c'est sûrement ça. Donc il faut choisir entre la B9 et la B12. Qui pense que c'est la B9? Qui pense que c'est la B12? Alors, vous avez dit quel est le mécanisme? Alors vous avez raison, hein, c'est la bonne réponse. Ça fait quoi le protoxyde d'azote? Non. Mais c'est la B12, hein. Je l'avais déjà dit, enfin, je n'avais pas donné le mécanisme. La B12, ça inhibe le cobalt. Et vous savez que la B12, c'est la cobalamine, hein. Il y a du cobalt à l'intérieur de la B12. Et le protoxyde d'azote, ça inhibe le cobalt, et donc ça inactive la B12. Et donc, en inactivant la B12, elle sert à transformer le méthyltétrahydrofolate en tétrahydrofolate. Et le tétrahydrofolate, c'est très important pour la synthèse de l'ADN, d'où l'anémie mégaloblastique, d'où les signes neurologiques.
Et vous voyez, dans ce mécanisme, ça augmente aussi l'homocystéinémie, ce qui, chez l'adulte, est un facteur de risque majeur cardiovasculaire. Donc, attention à l'utilisation. Je vois batterie faible ici, c'est normal? Ça va s'arrêter? Il y a marqué batterie faible, donc si ça s'arrête. Donc, les enfants, il y a l'usage récréatif de la B12 ici, du protoxyde d'azote ou pas? Pas encore? Vous avez d'autres? Vous voyez, c'est par des ballons comme ça, c'est des ballons qui sont remplis de protoxyde d'azote, puis ils inhalent ça. C'est un gaz hilarant. Ouais. Ça va venir. Donc comme ça, vous saurez, ça inactive la B12. Alors, on continue. Un garçon est âgé de 2 ans et demi. Il est amené par ses parents pour boiterie sans fièvre, puis refus total de la marche. Les parents ne sont pas apparentés, les vaccins sont à jour, la croissance staturo-pondérale est normale. C'est le seul enfant du couple auquel les parents cèdent à tous les caprices. Et à l'examen, il est normal, et vous voyez la croissance qui est relativement normale, un tout petit infléchissement récent, mais pas grand-chose. Voilà les radios de bassin et des membres inférieurs, je vous laisse les contempler, il y a des anomalies bien évidemment. Alors, quel diagnostic pouvez-vous écrire devant ce tableau et ces radios? Tableau clinique, qui évoque une leucémie. Je vous rappelle le tableau, hein. Boiterie sans fièvre, avec altération de l'état général. Infection ostéo-articulaire, carence nutritionnelle, parce qu'on fait de la nutrition, maladie cœliaque, problème psychologique. Bon, en réalité, vous avez le droit de tout évoquer avant ça. Oui, mais les leucémies, vous savez que généralement c'est avec la fièvre, l'infection ostéo-articulaire aussi, mais globalement, on aurait pu tout évoquer. Alors, vous allez donc faire un bilan complet, c'est ce qui s'est vraiment passé, hein. Un bilan complet, il n'était pas chez nous. Une échographie de la hanche qui montre une absence d'épanchement, une scintille osseuse qui est normale, une anémie microcytaire majeure avec une hypoféritinémie, des globules blancs normaux, polynucléaires neutrophiles, une thrombocytose probablement liée à la carence martiale, CRP négative, sérologie cœliaque négative, PL normale, IRM rachidienne et cérébrale normale, TAP, TEP, scanner normaux, il a eu tout ça, hein, myélogramme et biopsie ostéomédulaire normale, et puis il a une IRM qui montre des signes caractéristiques de carence en fer, carence en B1, B12, C ou D. Donc bravo, c'est une carence en vitamine C. Alors effectivement, cet enfant a été allaité depuis la naissance, il a été allaité de la naissance à 1 mois de vie. Et puis, à 6 mois, il a été diversifié, puis il a commencé à refuser les morceaux. Puis, vers 1 an et demi, il refusait tout, les compotes, les laitages. Et depuis l'âge de 22 mois, hein, il a, rappelez-vous, il a 3 ans, c'était, voilà, 2 ans et demi. Et donc, depuis l'âge de 22 mois, voilà, il boit uniquement 1 litre de lait de vache entier, des desserts chocolatés et des biscuits. Et donc, le diagnostic de scorbut a bien été confirmé avec un déficit profond en vitamine C, on va y revenir, des saignements gingivaux. Il a été traité et il a notamment reçu du lait de croissance. Je vous rappelle que tous les laits infantiles sont enrichis en vitamine C et donc on n'a pas besoin de donner de la vitamine C. Là, on l'a rechargé parce qu'il était carencé. Alors juste un petit rappel du scorbut, hein, que vous connaissez, donc ça donne surtout des gingivites hypertrophiques et hémorragiques, avec une anorexie, une asthénie qui peut aggraver
la sélectivité alimentaire, une sécheresse cutanée avec des petits folliculites que vous pouvez voir en bas, qui sont assez caractéristiques, et des douleurs osseuses qui fait qu'on les prend souvent. Ah, merci. Donc une folliculite qui est assez caractéristique, et puis ça peut donner des douleurs osseuses, articulaires et des fractures qui sont assez caractéristiques. Alors vous savez qu'on a des réserves de 2 à 3 mois de vitamine C, donc il faut des régimes très très dépourvus de fruits et légumes pendant très très longtemps, et ça se voit essentiellement sur les terrains psychiatriques. Alors juste un petit rappel important, parce que des rumeurs ont circulé à la suite d'une étude totalement biaisée, comme quoi il y avait une épidémie de scorbut en France, et que cette épidémie de scorbut serait due à l'inflation. Je peux vous dire que c'est totalement faux, parce que le problème du dosage, décidément ça ne marche pas ce truc-là. Je crois qu'il y a un problème avec le... Bon, il ne marche pas définitivement. Le problème, c'est que la vitamine C, on a des réserves. On a des réserves en vitamine C, et donc le dosage plasmatique de la vitamine C, ça ne reflète pas du tout le statut en vitamine C, notamment les réserves. En plus, c'est influencé par les apports récents. Par exemple, si vous avez mangé une orange ou deux la veille, ou un jus d'orange la veille, vous pouvez avoir une vitamine C augmentée. Ou inversement, si ça fait 3-4 jours que vous n'avez pas mangé de vitamine C, vous pouvez avoir une vitamine C très basse, sérique, bien évidemment. Ensuite, la vitamine C, c'est une vitamine qui est extrêmement fragile, et elle se dégrade très rapidement dans le tube de prélèvement, et certains disent 30 minutes, d'autres disent 2 heures. Mais vous voyez, si vous laissez 2 heures maximum un tube de prélèvement sur la paillasse, il n'y a plus de vitamine C dedans. Donc ça donne des faux diagnostics de vitamine C. Et en plus, en cas d'inflammation, la vitamine C passe du sang dans les leucocytes et donc diminue dans le tube sanguin, bien évidemment. Donc la HAS, c'est la Haute Autorité de Santé qui donne ces recommandations-là, de ne jamais faire de dosage de vitamine C si on n'a pas de signe clinique ou radiologique de vitamine C. Et d'ailleurs, ils dénoncent, notamment au PMSI, parce que l'article qui a fait croire qu'il y avait une épidémie de scorbut se basait là-dessus, au diagnostic abusif de scorbut. Alors, c'est possible qu'il y ait une petite augmentation en France du scorbut, mais ce n'est pas du tout dû à l'inflation. Alors, vous savez qu'on aime bien faire pleurer les gens et dire que c'est l'inflation. C'est peut-être dû à une augmentation des troubles du comportement alimentaire, où là, ça serait beaucoup plus logique. Et donc, quand vous avez un doute, n'oubliez pas de doser la vitamine C érythrocytaire, qui est vraiment celle qui reflète parfaitement, enfin parfaitement, en tout cas beaucoup mieux, le statut en vitamine C. Je continue encore un peu ? C'était pas chez nous, hein. On aurait fait le diagnostic tout de suite, nous. Mais c'était pas chez nous, et ils ont fait quand même le diagnostic. Effectivement, ils ont eu beaucoup trop de choses à faire. C'est très souvent comme ça, hein. Les carences en vitamine C, on les prend soit pour des leucémies, soit pour des ostéomyélites. Et là, les deux en même temps, faut connaître les signes. Il faut connaître les signes. Et là, quand on avait l'histoire de cet enfant, on avait le diagnostic. Il y a le contexte. Et là, on peut doser la vitamine C, hein, mais il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Donc, on évoque trop le diagnostic de carence en vitamine C. Ici, encore une fois, il n'avait pas de vitamine C, cet enfant. Il buvait du lait de vache entier. Il n'y a pas de vitamine C, on a vu. Et il mangeait des biscuits et il n'avait aucun fruit, aucun légume. C'est rare, hein. En réalité, ce qu'on voit, on en a parlé avec Marc, hein, ce qu'on voit, c'est presque toujours des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est pour ça que faire croire que, parce que les fruits et légumes sont chers, beaucoup moins chers que la viande, je rappelle, qui est indispensable, et que l'inflation a rendu les gens pauvres et qu'ils achètent moins de fruits et légumes, c'est de la politique, ce n'est pas du tout de la science. On en fait encore une dernière ou pas? Parce qu'il est 10h27. Mais le chef est là, donc on peut y aller. Alors, une adolescente de 15 ans, sans antécédent particulier, qui a une arthrodèse T6L4 pour une scoliose idiopathique. Elle est sortie à J2 post-op sous morphine. Et elle a été constipée pendant 15 jours, ce qui est banal, notamment à cause de la morphine, avec un transit qui est redevenu normal. Elle a maigri de 600 grammes. Elle a 15 ans, je vous rappelle.
et surviennent 20 jours après l'intervention des douleurs sucombilicales intenses, avec un vomissement bilieux et un abdomen souple mais douloureux à la palpation. Vous avez bien emmagasiné le cas clinique. Alors, quel diagnostic doit-on évoquer devant ce tableau après une arthrodèse? Syndrome de la pince mésentérique, occlusion d'origine médicamenteuse, il a la morphine, pancréatite aiguë, spondylodicite, douleur neuropathique transitoire. Qui pense au syndrome de la pince mésentérique? Qui pense à une occlusion d'origine médicamenteuse, morphine? Une pancréatite aiguë, une spondylodicite, des douleurs neuropathiques transitoires. Il n'y en a qu'une seule qui répond. Alors, occlusion d'origine médicamenteuse, non, elle n'a plus de morphine. Une spondylodicite, elle n'a aucun signe de spondylodicite. Mais effectivement, devant ce tableau, on pourrait évoquer un syndrome de la pince mésentérique, une pancréatite, elle a de douleurs aiguës épigastriques, donc on ne peut pas l'exclure. Et puis, vous savez qu'on peut avoir des douleurs neuropathiques transitoires après une intervention de scoliose. Et donc, les douleurs, elle a des douleurs, cet enfant. C'est ça, je vous rappelle, son symptôme principal, Son symptôme principal, c'est des douleurs sucombilicales intenses. C'est ça, son tableau principal. Alors, voilà. On continue. Donc voilà la biologie, 12 grammes d'hémoglobine, 85 VGM, 513 plaquettes, globule blanc 7000, un ionogramme sanguin subnormal, enfin normal, une CRP inférieure à 1, azate normal, gamma GT normal, phosphatase 107, bilirubine 10 microgrammes et une lipase à peine augmentée. Le TOGD montre une stase gastrique, vous allez voir, une stase gastrique malgré des passages réitérés en décubitus latéral droit. Et le produit de contraste présente un ralentissement à travers le troisième duodénum, même si le jéjunum finit par être pacifié après plusieurs heures d'examen. Voilà le TOGD. Le TOGD. Vous voyez, alors c'est... désolé, mais j'ai pas de... Ah, parfois ça vient. Ça vient et ça repart. Donc voilà l'estomac qu'on voit là, et on voit l'opacification ici. Donc par là, effectivement, on ne voit pas très bien. Ça marche par intermittence quand même. Et à gauche, c'est opacifié. Bon, maintenant, il va falloir choisir parmi les 3 diagnostics que vous avez signalés. Donc, soit le syndrome de la pince mésentérique, soit la pancréatite aiguë, soit la douleur neuropathique transitoire. Qui pense à la syndrome de la pince mésentérique? Qui pense à la pancréatite aiguë? Qui pense à la douleur neuropathique transitoire? Tout le monde a perdu, Elle n'avait pas une lipase normale. C'est connu. Alors, on aurait pu, pour être honnête, on aurait pu, bien évidemment, penser entre les deux. Mais alors, qu'est-ce qui est en faveur de la pince aortomésentérique? C'est éventuellement le vomissement bilieux. Elle a eu un vomissement bilieux. Les syndromes de la pince mésentérique, ils ont plusieurs vomissements bilieux. Le TOGD, mais généralement, ça ne passe pas. Or là, vous voyez, c'était bien passé. C'est ralenti, parce qu'elle est déformée, elle vient d'avoir une arthrodèse, mais ça passe. Qu'est-ce qui était contre? Vous avez déjà vu les syndromes de la pince mésentérique, ils ont pas mal. Ils vomissent, mais ils ont pas mal. Donc ça aurait dû vous faire tiquer, le fait qu'elle ait très très mal. En plus, dans la pince mésentérique, non seulement, ça ne marche pas, il n'y a pas de pile, je crois qu'il faut changer la pile. Non seulement ils ont l'arthrodèse qui favorise, mais ils perdent beaucoup de poids. Elle a perdu 600 grammes, elle a 15 ans, c'est rien. Et l'aspect n'est pas vraiment typique. Encore une fois, ça s'arrête. On ne voit pas l'arrêt là. On ne voit pas bien au niveau du rachis, mais ça passe. Qu'est-ce qui est en faveur de la pancréatite? C'est la douleur intense. La lipase augmentée, il faut l'expliquer. Alors vous allez me dire, la pince mésentérique, ça peut augmenter la lipase, c'est vrai. Et ce qui est contre les vomissements bilieux, il n'y a aucune raison, mais dans une pancréatite, on peut avoir des vomissements bilieux. Le TOGD qui pourrait faire croire ça, et la lipase qui est peu augmentée. Mais méfiez-vous, la lipase, elle augmente peu au début, et elle accélère dans les 2-3 jours qui suivent. Et d'ailleurs, le lendemain, elle avait 7 fois la normale.
Alors vous allez me dire, c'est épinayé. Non, il faut savoir. C'est décrit les pancréatites aiguës après par arthrodèse. Vous voyez, 3 cas, 44 patients, 14% d'élévation de la lipasémie, dont un tiers ayant des douleurs. Et c'est notamment la pression artérielle péropératoire basse qui était à l'origine de ça. 80 patients, 8 pancréatites aiguës. Et 547 patients, 4 pancréatites aiguës à J9. Donc il faut le savoir, hein, c'est décrit, les pancréatites aiguës, après arthrodèse. Bon, mais maintenant, j'avoue que c'était un cas un peu compliqué, hein, qu'on pouvait tout à fait prendre pour une pince aortomésentérique. Mais vous voyez, c'est encore ce que je dis à mes étudiants, l'importance de la clinique. Quand on analysait la clinique sans le TOGD, il n'y avait aucune raison de penser à la pince mésentérique. Reprenez, regardez, parce que vous êtes laissé prendre par... mais si on reprend la clinique, regardez là, douleur sus-ombilicale, un vomissement bilieux, c'est banal quand on a très mal au ventre, et un ventre douloureux à la palpation. Devant un tableau comme ça, vous ne pensez pas à une pince mésentérique. Vous êtes laissé prendre, mais nous aussi, rassurez-vous, parce qu'il y avait une arthrodèse. Chef, on arrête. Pardon? Si, il y avait un bilan lipidique qui était normal. Le chef dit stop. Il est quelle heure? Oui, 35. Merci beaucoup, professeur Tournion, pour ces beaux cas cliniques très riches et cet échange fructueux. Je pense que les gens qui sont venus tôt le matin ont bien profité. Hein.